Et plus encore, édition spéciale. On fait aujourd'hui le point sur ce qui va se passer sur les marchés en 2025 avec deux nouveaux invités en plateau. Il est directeur adjoint des investissements de Sycomore. Stanislas de Baillancourt est avec nous et avec nous également le porte-parole de la gestion et responsable de l'ESG de BDL Capital Management, Laurent Schaudersch. Bonjour. Alors, on ne va pas commencer par faire le point des marchés. On l'a fait il y a de cela quelques instants sur l'année 2024 avec Nadine Trémolière. Je vais commencer par vous poser une question de tendance, je dirais, commerciale, d'appétit des distributeurs. Quels sont les fonds qui ont le plus marché chez vous en 2024, chez Sycomore Asset Management, de Baillancourt? Alors, c'est difficile d'en prendre quelques-uns, mais bon, d'abord, 2024 a été une très bonne année pour Sycomore, à la fois en performance et aussi avec une progression tout au long de l'année de la collecte. Si on devait prendre quelques fonds sur la partie action, on a Sycomore Sélection Responsable, qui a fait une très bonne performance et une dynamique de collecte assez significative pour des actions européennes. Évidemment, notre fonds technologie Sycomore Sustainable Tech, géré par David Rainville, qui a fait une excellente performance, et c'est un secteur qui, par son dynamisme et la croissance des résultats, continue à attirer des capitaux et des investisseurs. Et évidemment, la partie crédit obligataire, qui, porté par des taux d'intérêt très attractifs, a énormément collecté l'année dernière, que ce soit les fonds Sycoyield 2026 et 2030, mais aussi le fonds historique Sycomore Sélection Crédit. Laurent, du côté de BDL Capital Management? Alors, comme vous savez, Jean-François, on a une gamme assez resserrée chez BDL, mais je dirais qu'il y a deux fonds qui ont une bonne dynamique commerciale. Le premier, c'est notre fonds historique BDL Rempart, qui fait à peu près 1 milliard d'euros d'encours sous gestion et qui a eu beaucoup de succès cette année auprès des CGP et aussi des réseaux bancaires. Et l'autre fonds qui a bien fonctionné, c'est BDL Transition, qui est un fonds qu'on a créé il y a 5 ans maintenant, qui a investi sur 4 thématiques et qui a augmenté ses encours de 30% en 2024 pour atteindre 200 millions d'euros. Alors Laurent, vous m'avez dit, comme vous le savez Jean-François, alors justement, tout le monde ne le sait pas forcément, c'est la première fois que vous venez en plateau dans ces studios. C'est l'occasion aussi un peu de parler de vos structures aux distributeurs. Quelques mots, Sycomore Asset Management, Stanislas? Alors, Sycomore, on est aujourd'hui 73 collaborateurs, on gère un peu plus de 7,8 milliards d'euros, avec évidemment une empreinte et une expertise sur l'ISR qui est très forte, qui est l'historique de la société. Et on gère des actions européennes, des actions internationales et également un pôle obligataire et multi-asset qui est assez important et dynamique. BDL Capital Management? BDL a été créé il y a cette année 20 ans, en 2005. C'est construit sur BDL Rempart, ce fonds long short equity qui à l'époque a été le premier fonds long short action créé en France. Ensuite, on a créé le fonds BDL Conviction en 2008 qui réplique la partie longue de BDL Rempart. Et puis ce fonds dont je parlais, BDL Transition. Aujourd'hui, BDL, c'est 2,2 milliards d'encours sous gestion et une quarantaine de collaborateurs et une spécificité sur les actions européennes. Allez, on a tous des caractéristiques, on a tous des biais personnels. On va parler de vous maintenant, l'un comme l'autre. Stan, vous êtes directeur adjoint des investissements, donc vous chapeautez tout. Votre profil, c'est plutôt, historiquement, quand on se retrouvait sur des plateaux, c'était plutôt pour parler d'allocation d'actifs? Alors, oui, en fait, on est dans l'équipe, on a aujourd'hui une équipe d'investissement qui est assez large. Moi, je m'occupe de la partie plus obligataire et crédit corporate, et on a énormément étoffé l'équipe action au cours des dernières années en faisant grandir les gammes. On connaissait les fonds comme Happy at Work qui ont très bien performé sur la partie européenne. On a maintenant la version globale avec le fonds Global Human Capital, qui a progressé de plus de 30% l'année dernière. Donc on a fait grandir la gamme, on l'a internationalisé, on a parlé tout à l'heure du fonds technologie, tout en gardant de fortes expertises sur nos bases. Je parlais du fonds Sycomore Sélection Responsable, dans lequel le gérant Olivier Cassé a fait plus de 500 points de base au-delà de l'indice l'année dernière. Donc on voit que même sur les actions européennes, il y a encore aujourd'hui beaucoup de potentiel et de la capacité à délivrer de l'alpha. Laurent, on parle de vous. Vous avez un double statut, responsable ESG et porte-parole de la gestion. Votre profil, c'est quoi? Vous êtes plutôt action, plutôt... Alors moi, personnellement, je suis spécifiquement action. 25 ans d'expérience sur les marchés actions et notamment les marchés européens. Donc voilà, c'est cette spécificité. Bon, nickel, ça va me permettre de savoir auprès de qui je vais orienter mes questions, parce que naturellement, on va couvrir l'ensemble des classes d'actifs pour voir où sont les opportunités. Mais avant qu'on rentre de plein pied dans l'année 2025, je voudrais qu'on essaie de mener une réflexion globale sur la distribution de la gestion collective
par nos amis conseillers en gestion de patrimoine. Pourquoi ? Parce que vous avez une palette d'outils à proposer à vos clients qui est très très importante. On peut parler de SCPI qui sont pas du tout à la mode, on peut parler de structurés qui sont franchement à la mode, on peut parler de fonds, on peut parler d'investissement direct, on peut parler de fonds en euros, on peut parler de distribution de produits bancaires. Donc le panel des CGP est assez large et on a un peu le sentiment qu'il y a une sorte un peu d'abandon des fonds dans l'environnement actuel. Est-ce que, Stanislas, les choses vous semblent aujourd'hui changer sur un élément, c'est le niveau, les taux d'intérêt, parce que très sincèrement, pendant des années, on n'a fait que du fonds en euros. On avait beaucoup de mal à faire des fonds de taux, puisque vous m'avez dit que c'était l'une de vos spécialités. Est-ce que le monde change pour les CGP sur les fonds obligataires ? Alors oui, complètement. Je pense qu'on a passé quasiment une décennie de l'arrivée de Mario Draghi fin 2011, début 2012 jusqu'à 2021-22 avec des taux très bas, voire négatifs même pendant plusieurs années en zone euro. Et ce qui fait que les obligations rapportaient entre 0 et même 2% parfois pour le high yield. Donc c'était des rendements extrêmement faibles qui avaient peu d'intérêt en termes de valeur absolue. Et donc pendant ce temps-là, tout le marché qui avait accès aux fonds euros, donc que ce soit les banques privées ou les CGP, se sont largement reportés dessus pour la partie qui n'était pas des actions ou pas à l'époque des CPI qui ont comporté une part importante des allocations. Depuis 2022, ça a complètement changé. On a retrouvé des niveaux de taux d'intérêt élevés et attractifs, et donc il y a un réintérêt fort pour l'obligataire. Et donc on a été, nous, assez rapides et précurseurs pour proposer, en plus des fonds obligataires traditionnels que nous avions, des fonds aussi datés qui permettent aussi, avec beaucoup de transparence et de lisibilité, de revenir et de profiter de l'opportunité de marché qu'il y avait sur ces marchés-là. Donc ça a été la première phase, de fin 2022, 2023 et 2024. Est-ce que le fonds daté, c'est le produit le plus simple ? Parce que, entre guillemets, c'est du portage et que quand on doit refaire de la pédagogie sur le marché obligataire, c'est finalement plus simple de dire... Oui, tout à fait. Je pense qu'il a la simplicité, la transparence, enfin en tout cas pour la manière dont nous l'avons fait, et la lisibilité qui permet d'associer un objectif de rendement, ou en tout cas un rendement chaque jour en fonction des conditions de marché, avec un niveau de risque, donc en fonction de la manière dont vous proposez. Nous, on a toujours cherché à avoir des fonds datés avec des positions mixtes entre le high yield et l'investment grade pour avoir le maximum de rendement, mais un risque assez tenu, et donc finalement des performances qui se sont bien comportées dans la durée. Ok, donc là vous êtes en train de nous dire, grosso modo, l'environnement a profondément changé avec la remontée de l'inflation, les changements des politiques monétaires et le fait qu'il y ait du taux, ça redevient une classe active, et on regardera tout à l'heure comment on l'a travaillé. Laurent, vous m'avez expliqué il y a de cela quelques instants que vous aviez une gamme qui était une gamme restreinte mais typée. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vendre des fonds actions à des CGP, il faut avoir des produits qui soient très typés ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il faut éduquer les CGP et les clients en général sur les actions. Par exemple, je vous donne une statistique, mais on a regardé sur les 10 dernières années, l'inflation fait plus 25%, le monétaire plus 4%, donc vous vous appauvrissez, et les actions plus 110%. Donc c'est un peu la tristesse de ce constat, c'est que les actions sont de très loin la meilleure classe d'actifs sur le long terme, mais malheureusement, il y a un sous-investissement parce que les gens ont peur des baisses à court terme. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a convaincu un petit peu qu'il faut avoir une poche action, effectivement, il faut avoir des produits plus typés, plus différenciants pour convaincre les CGP. Donc par exemple, notre fonds historique BDL Rempart, c'est exactement ce genre de produit dont on parle, parce que c'est un fonds long short action qu'on ne peut pas répliquer par un ETF, et donc il y a une vraie valeur ajoutée en tant que telle, et qui finalement est un fonds action, mais beaucoup plus flexible, avec des options pour se couvrir si les marchés corrigent. La concurrence des ETF, c'est un problème pour les CGP, pour vous, ou pas ? Alors, la concurrence, on va dire la gestion passive au sens large, qu'elle soit sous forme d'ETF ou de fonds passifs, ça existe déjà pour nos clients institutionnels depuis plus de 20 ans maintenant. Chaque année, les ETF gagnent des parts de marché, donc pour nous, en tant que société de gestion dynamique, entrepreneuriale, il est évident qu'on doit proposer des produits qui ont une vraie valeur ajoutée et qui se différencient des ETF. Sinon, il y a pas d'intérêt et on serait pas là aujourd'hui, que ce soit BDL ou nous, Sycomore, pour en parler. Et donc, dans l'obligataire, c'est un petit peu différent parce que les ETF répliquent assez mal les indices et sont pas très cost efficient. Donc, on a finalement moins de compétition dans ce domaine-là, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas adapter ces produits pour toujours avoir des produits sur mesure avec de bons positionnements. Et dans la partie action, oui, les ETF arrivent, même en assurance vie aussi, mais je pense que avoir des produits singuliers à forte valeur ajoutée
bien expliqués également aux clients, font qu'aujourd'hui, nous continuons à nous développer sur la partie action auprès des banques privées et des CGP, comme d'autres, et les ETF sont là et se développeront aussi en parallèle. Est-ce que vous partagez le sentiment de Laurent, qui consiste à dire que le problème des actions, c'est pas les ETF ou les fonds, c'est le problème de l'éducation aux actions? C'est en fait les actions, les marchés sont par nature, il y a de la volatilité, plus ou moins en fonction des périodes. Il y a eu des grandes périodes de volatilité, on se souvient de la crise de 2008-2009, le Covid, etc. Ce qui a fait qu'on a eu des gestions plus intermédiaires qui se sont positionnés, que ce soit les long shorts comme BDL ou chez nous, soit les fonds d'allocation d'actifs, soit les fonds de crédit, qui finalement viennent se positionner sur la courbe rendement-risque en offrant des produits assez compétitifs en termes de performance, avec nettement moins de risques. Mais ça, c'est vraiment notre rôle, c'est de dire il n'y a pas un produit qui va être la solution pour tous les investisseurs. Et donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir une gamme avec des produits très spécifiques sur certains thèmes de croissance, et puis d'autres produits peut-être plus larges, avec moins de risques et des cibles de rendement attractifs. Et c'est là où, quand on arrive sur ces solutions-là, que ce soit celle de BDL ou de Sycomore, on se sort complètement, il n'y a pas de compétition avec les ETF sur ces produits-là qui offrent une vraie solution aux clients. Dernière question que je voudrais poser sur cette partie-là pour bien vous connaître, et puis après on rentre naturellement dans ce que vous attendez, c'est-à-dire les recommandations sur votre vision des choses pour 2025. Laurent, vous m'avez tenu un discours, vous m'avez dit moi je suis action, discours fondamental avec des produits typés. Quand j'ai regardé, je suis allé me balader dans vos process de gestion, etc. J'ai vu que vous faisiez aussi du quant. Vous mariez le quant avec le fondamental, pourquoi ? Alors, effectivement, vous avez raison. Historiquement, toute notre analyse est fondamentale et elle le reste. C'est vraiment l'analyse financière, la rencontre des entreprises. Et au fur et à mesure que les années ont avancé, on s'est rendu compte que les marchés financiers sont devenus beaucoup plus complexes et aussi beaucoup plus tirés par des facteurs non fondamentaux, des facteurs quantitatifs, ce qu'on appelle les facteurs qualité, croissance, etc. L'arrivée de la gestion passive, le développement des ETF qui, lui aussi, change un petit peu les tendances. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait marier cette expérience fondamentale à du quantitatif pour mieux comprendre les marchés financiers et les mouvements, je dirais, quotidiens ou hebdomadaires qui sont un temps différent de notre temps d'investissement qui est un temps plus long. Ok, on attaque tout de suite. Que faire en 2025 ? Stanislas, les clés du marché en 2025, c'est quoi ? Il faut qu'on ait les yeux rivés sur Donald Trump ? Non, je pense pas. Déjà, même si vous les avez pas par ses tweets, il va s'imposer à vous, ou en tout cas, il va s'imposer avec Elon Musk dans le débat public. Mais il faut pas donner à Donald Trump plus d'importance que ce qu'il va avoir. Je pense que les marchés, notamment américains, ont beaucoup progressé suite à son élection, dans une attente d'une dérégulation et d'une politique pro-business. Ça, c'est une chose. Mais ce qui fera 2025, c'est aussi le fait que les entreprises soient capables de délivrer, puisque maintenant que les marchés ont finalement monté par anticipation de cette dérégulation, de conditions plus favorables, il faut qu'il y ait vraiment la progression des résultats des sociétés qui continue. Et ça, dès la semaine prochaine, on va avoir les résultats du 4e trimestre et une partie des guidance pour 2025. Et ça, c'est un élément clé et fondamental pour asseoir la performance future des marchés. Donc là, c'est un risque de vol. Vous nous dites, la semaine prochaine, il peut y avoir un risque de vol. Non, c'est pas la semaine prochaine, parce que ça se fait... Ça commence, mais en tout cas... on du temps. Mais aujourd'hui, les niveaux de valorisation des marchés actions ne permettent pas, en particulier aux États-Unis avec des multiples élevés, on peut pas avoir de ralentissement par rapport aux attentes de croissance des résultats. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même que on a aujourd'hui un peu d'interrogation, notamment aux États-Unis, et la Fed, on voit, temporise un petit peu dans l'attente de Donald Trump. Elle a fait déjà quelques baisses de taux, elle a remis les taux à un niveau un peu plus neutre, etc. Mais on voit bien que l'inflation cœur reste très sticky, comme on dit en anglais, donc elle a du mal à la chaussure. Elle a du mal à se réduire davantage. Donc la Fed n'accélère pas, veut aussi voir quelles politiques sont faites, donc elle achète un petit peu de temps et donc temporise. Ce qui fait qu'on a maintenant, depuis 4 semaines, une remontée de taux aux États-Unis qui emmène aussi les taux européens. Ça, pour nous, c'est un point important parce qu'une partie de la hausse des marchés, à un moment donné, c'est aussi faite sur les anticipations de baisse des taux par les banques centrales en 2025. De ce côté-là, il semble assez certain, on y reviendra plus tard, mais que la BCE a un agenda et continue à communiquer même depuis le début de l'année de manière très vocale sur ce point-là. Donc ça veut dire qu'on va avoir un désynchronisme entre la Fed et la BCE. Exactement, on va avoir une désynchronisation entre les deux. En revanche, nous ne voyons pas les conditions d'une accélération significative de l'inflation aux États-Unis, mais si elle reste là où elle est, avec peu de baisse de taux de la Fed,
ça va aussi, étant donné les niveaux de valorisation actuels, limiter un petit peu le potentiel de hausse. Donc ça, il va falloir juguler les deux. Et enfin, Donald Trump, on le voit plus comme un élément de volatilité dans le marché par ses annonces. Et c'est vrai que 2023 et 2024 ont été 2 années où les marchés ont globalement progressé, les performances ont été bonnes, mais avec un niveau de vol relativement bas, ou pas inférieur aux moyennes historiques. On va retrouver probablement en 2025 un peu plus d'agitation politique, comme on les a eu en 2018-19, notamment 2018 avec Donald Trump. Et donc là, ça peut changer un petit peu la donne, et c'est là où des gestions un petit peu plus flexibles, ça va retrouver aussi tout son intérêt de pouvoir se repositionner, il y aura peut-être des points d'entrée, etc. Donc je pense qu'il faut plutôt utiliser ça et ne pas en avoir peur ou ne pas le craindre. Laurent, je ne vais pas vous poser la question du scénario économique. Je voudrais qu'on essaie de regarder les choses un peu comme vous le faites dans vos gestions, c'est-à-dire avec un peu de recul et pas le nez dans le guidon. On évoquait tout à l'heure le niveau des taux. Le niveau des taux a fortement progressé entre 2022 et aujourd'hui, provoquant d'ailleurs un krach obligataire en 2022, avec des niveaux de pertes sur les produits obligataires qui étaient importants. En théorie, la valorisation des actions, c'est quand même dépendant du niveau des taux. On se rappelle Greenspan qui nous avait dit que c'était l'inverse des taux. Est-ce qu'aujourd'hui, étant donné que les actions n'ont pas franchement corrigé de l'environnement des taux, les valorisations sont trop chères des actions ? Ce qui est vrai, c'est que ça devient un vrai sujet avec les taux qui ont monté. Et ce qui est vrai aussi, c'est que ça dépend beaucoup de la région que vous regardez. Donc effectivement, Stanislas en parlait, aux États-Unis, les valorisations ont beaucoup monté. D'ailleurs, si vous faites un petit calcul à la Greenspan, prime de risque, moins taux d'intérêt, vous êtes en territoire négatif désormais. Donc je pense qu'il y a une vraie question sur la valorisation du marché américain. Ce qui est moins le cas en Europe. Vous regardez l'Europe, à la fois en absolu, vous êtes plutôt à 13 fois au lieu de 23 fois aux États-Unis. Mais même par rapport aux historiques sur 20 ans, vous êtes sur votre moyenne. Et les taux aujourd'hui, par rapport à 20-25 ans, ne sont pas non plus très différents. Donc je pense qu'il n'y a pas de sujet de valorisation en Europe, mais il y en a potentiellement aux États-Unis. Est-ce que potentiellement, le critère du PER, il faut le garder ? Ou à une époque, j'ai le souvenir, on avait inventé le PEG, le Price Earning to Growth. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut comparer, je le dis un peu brutalement, la valo d'une banque qui n'a pas de croissance et la valo de Nvidia qui a de la croissance ? Alors nous, le PEG, on n'aime pas ce ratio. Historiquement, moi qui étais déjà là comme Stanislas probablement dans les années 2000 avec la bulle TMT, je me souviens que pour moi le PEG, c'est quand on peut plus justifier la valorisation avec un PE classique, on invente le PEG. Et ça nous paraît tout à coup, ah bah non, finalement c'est pas trop cher grâce au PEG. C'est toujours, il faut faire attention quand on change les règles du jeu pendant la partie. Donc du coup, le PEG, on l'utilise pas. Évidemment qu'on préfère au même prix une société qui a de la croissance. Mais pour prendre une banque, par exemple, même si effectivement il y a peu de croissance, aujourd'hui, l'avantage d'une banque en Europe, c'est qu'elle redistribue 100% de ses bénéfices aux actionnaires. Et donc, on a des rendements de 10 à 12% par an sans faire d'hypothèse de croissance. Donc finalement, vous prenez peu de risques et vous avez un rendement très élevé. C'est pour ça que les banques continuent à être une position assez importante dans nos fonds. Ok, Stan, on vient de parler de croissance, il y a des styles, value, growth, c'est un truc, ça vous branche ou vous trouvez ça complètement has-been ? Ah, mais vous nous invitez, on va répondre poliment. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus diviser le monde entre value et croissance. C'est vrai que pendant longtemps, au début des années 2000, ça a été la matrice des marchés d'analyse. D'ailleurs, les produits se positionnaient comme ça. Il y avait des fonds value, des fonds croissance. Aujourd'hui, les choses, la manière de gérer est un peu plus complexe. C'est sur des facteurs. Il y a aussi l'aspect cyclique ou défensive. Donc aujourd'hui, on ne raisonne pas comme ça. Les entreprises, on pourrait dire que les banques sont dans un secteur où l'assurance dit value un peu cyclique. Et aujourd'hui, elles ont plutôt du potentiel. Il y a d'autres secteurs de croissance qui sont aussi également attractifs. Donc nous, on ne raisonne pas du tout sur ce prisme-là. Ce qui est important, c'est quand même d'avoir de la résilience. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans un monde, et en particulier en Europe, à croissance très faible, et dans un prisme d'investissement de marché qui recherche un petit peu la croissance, il faut quand même essayer de trouver des sociétés qui ont un peu de croissance, mais la plus régulière possible, à la limite, pas tellement cyclique. Et donc aujourd'hui, nous, on va s'intéresser vraiment, quand on regarde nos portefeuilles actions, on va avoir une grande diversité à la fois de styles, de secteurs ou de facteurs. Ok, donc vous êtes en train de me dire que cette segmentation qui est trop binaire, aujourd'hui on est passé à des choses beaucoup plus sophistiquées. Juste puisque tout à l'heure je rebondis sur ma question sur le Quant, sur les opérateurs qui rentrent sur le marché avec des positions qu'il faut surveiller. Est-ce qu'il y a encore des opérateurs qui raisonnent value, growth et qui peuvent impacter le marché, Laurent ? Il y a toujours des opérateurs qui raisonnent ainsi. C'est plus les mêmes opérateurs qu'il y a 15 ou 20 ans.
c'est des opérateurs plus sophistiqués, c'est essentiellement des hedge funds et qui utilisent ces facteurs dans la gestion des risques. Mais comme ils ont beaucoup grossi, ça a toujours un impact sur les cours de bourse quotidiens. Allez, je vais considérer que les valeurs growth, c'est des valeurs qui ont des forts PE durablement et pas simplement quand il y a un retournement des résultats. Je voudrais qu'on parle de 2 secteurs, parce que c'est 2 secteurs qu'on regarde souvent quand on regarde les portefeuilles, parce que ça permet de parler aux clients sur des choses qui sont relativement simples. C'est le luxe et la technologie. Vous en pensez quoi de ces 2 secteurs-là ? Alors, c'est des secteurs sur lesquels on est absent, plus ou moins. Le luxe, on est absent depuis un moment. On regarde évidemment après la baisse. Il y a 2 ans, on pensait qu'il y avait 2 problèmes sur le luxe, un problème de valorisation et un problème de bénéfices qui nous paraissait très élevé après les hausses de prix que ce secteur avait passé. Aujourd'hui, on n'a plus de problème de valorisation, mais pour nous, on a toujours ce problème de bénéfices potentiellement. On pense qu'il faut que l'industrie digère ces hausses de prix des 3-4 dernières années. Et donc, pour l'instant, on reste à l'écart, même si les valorisations deviennent plus attractives. Stanislas ? Alors, c'est 2 secteurs très différents. Je pense qu'aujourd'hui, après 3-4 ans de très forte inflation, le comportement des consommateurs a un petit peu évolué. Ce que nous, on voit dans le secteur du luxe et la manière dont on investit aujourd'hui, c'est qu'on est positionné sur les valeurs les plus qualitatives du secteur. En disant finalement, quand un consommateur va venir acheter un produit de luxe, il va peut-être en acheter un petit peu moins aujourd'hui, mais il va se positionner sur les marques qui, pour lui, sont emblématiques. Donc, on va penser évidemment en France à Hermès, qui par ailleurs, pour un certain nombre de catégories de produits, a même des listes d'attente de plusieurs années dessus. Donc finalement, on sait qu'on va avoir, et sur lesquels il passe des hausses de prix chaque année très régulières. C'était à nouveau le cas au mois de janvier. Donc on s'est plutôt positionné sur des valeurs comme ça. Brunello Cucinelli aussi en Italie, c'est plutôt des produits en termes de maille, qui a publié hier soir de bons résultats aussi, et moins sur ce qu'on appelle, alors c'est un anglicisme, mais ce qu'on appelle l'accessible luxury, donc le luxe accessible, qui aujourd'hui souffre un petit peu plus d'un consommateur plus prudent qui subit un petit peu l'inflation. Et enfin, il y a quand même l'aspect chinois qui est très important, puisqu'aujourd'hui c'est une très grosse partie du marché du luxe, et on voit bien que l'économie chinoise est en ralentissement / en difficulté depuis maintenant plusieurs années, que le gouvernement égrène des séries de mesures sans vraiment plan de masse, puisque la relance par le passé était beaucoup faite à base d'immobilier, etc. Ils essayent de faire différemment, mais on voit bien que la solution n'est pas évidente pour eux aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le luxe en Chine, on a une croissance beaucoup plus faible, voire atone, par rapport aux 5 ou 6 dernières années où ça a été un boom extraordinaire. Ok, 2 questions pour vous, et je reviens, Stanislas, vers vous sur le sujet tech par rapport à ce qu'a dit Stan. Le fait de tenir les prix, de pouvoir monter les prix pour les entreprises, pour vous, dans l'analyse fondamentale que vous faites, c'est un critère important ? C'est un des critères, voire le critère le plus important. Si vous me demandiez quel est un indicateur pour qualifier si une entreprise a un bon métier ou un mauvais métier, je vous dirais c'est le pricing power. C'est la capacité à monter ses prix, au moins suivre l'inflation, voire faire mieux que l'inflation. Donc c'est un critère essentiel à notre analyse. Ok, et puisque je suis rentré dans le débat gross value sur la base du critère du PE, parce que je suis quand même Stan un peu monomaniaque dans mes approches, quand je regarde votre gamme, donc BDL Rempart, c'est un long short, donc on le met à part, mais entre Conviction qui reprend les positions longues de BDL Rempart et Transition qui travaille sur des thèmes, j'ai le sentiment que a priori le PE de Transition doit être supérieur au PER moyen de Conviction. Vous me le confirmez ? Oui, tout à fait. Le PE de BDL Conviction, il est autour de 10 ou 11 fois, et celui de BDL Transition, il est autour de 14-15 fois. Juste, la différence, en fait, c'est que c'est à quel horizon on se projette pour le rendement qu'on espère obtenir. Donc, sur Conviction, on va se projeter à un horizon 1 ou 2 ans, et sur Transition, à un horizon 3 ou 4 ans. Stanislas, je reviens vers vous sur les technologies. Alors, c'est vrai que souvent on parle de la technologie, mais en fait, il y a des sous-secteurs extrêmement différents dans la technologie. Vous avez les logiciels, vous avez le hardware, etc., et les SMI, et maintenant l'IA, et tout ce qui est lié aux investissements en IA. Globalement, on a une vision assez positive au sens large pour le secteur, qui a des sous-dynamiques assez différentes. Par exemple, Microsoft, au mois d'octobre, fait un changement, enfin, certains systèmes d'opération actuels ne vont plus pouvoir être exploités, et donc ça va engendrer un cycle de changement de PC extrêmement important d'ici là et même après, pour passer sur la génération suivante de Microsoft. Donc ça, le hardware, qui a été un peu le parent pauvre depuis 3 ans, avec un gros cycle pendant le Covid où les gens ont acheté de nouvelles machines, peut reprendre. Vous avez tous les investissements liés à l'IA, tout le monde parle d'NVIDIA, mais au-delà d'NVIDIA, il y a des entreprises comme TSMC qui vont aussi être embarqués dans cette partie-là. Donc,
on voit dans vraiment différentes parties de la tech aujourd'hui encore des fortes poches de croissance et de capacité à investir. Après, c'est certain que c'est plus du tout un secteur européen. C'est-à-dire qu'en Europe, on a ASML, sur lequel il peut y avoir des perspectives attractives en partie. On a un peu SAP dans le logiciel, mais c'est un secteur qui aujourd'hui est vraiment américain à 90% ou 80%. Et donc, on est obligé de s'extraire. Mais quand nous, on regarde dans notre fonds de technologie, on a vraiment aujourd'hui des perspectives assez attractives dans un secteur qui est devenu presque un monde un petit peu à part. Et on voit son poids d'ailleurs dans la cote qui a énormément augmenté. Parfait. Vous venez de parler de la situation des technologies en pointant le retard européen. Je voudrais qu'on se pose la question de savoir ce qu'il faut faire de la France. L'Europe, on l'a vu tout à l'heure avec Nadine, a pas bien performé l'an dernier. La France, c'est pire. Ça vous a pesé dans vos performances chez vous, puisque vous avez une exposition forte sur la France. Aujourd'hui, vous gardez la France ? Aujourd'hui, on garde une bonne partie de l'exposition française. Par rapport au moment de la dissolution, qu'est-ce qu'on a fait finalement ? On a réduit un petit peu l'exposition France, notamment sur des valeurs plus petites et moins liquides. On a gardé l'essentiel du reste des positions. Et pourquoi on a fait ça ? Parce que quand vous regardez sur les sociétés françaises qu'on a, finalement, on a dû augmenter nos prévisions de bénéfices par rapport au début 2024. Donc, il n'y a pas eu de sujet de bénéfices. Et en revanche, la valorisation a beaucoup baissé. Donc, elles nous paraissent plus attractives que ce qu'elles n'étaient il y a 6 mois. Et si je suis maintenant un peu plus large sur l'Europe, puisque c'était votre question aussi, je pense qu'il y a une vraie opportunité sur l'Europe aujourd'hui à cause du pessimisme ambiant. Je pense depuis 25 ans que je suis ça, j'ai jamais vu, je pense, une situation où, au même moment, vous avez une euphorie sur le marché américain et un pessimisme absolu sur l'Europe, alors qu'il y a des points positifs auxquels on peut penser pour faire repartir l'Europe en 2025. Stanislas de Baillencourt, je m'adresse à l'allocataire d'actifs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites du poids de l'Europe dans les portefeuilles ? On le maintient. Déjà parce que il y a une diversité d'entreprises assez large qui permettent de faire des choses attractives. J'ai pris l'exemple de notre fonds Sycomore Sélection Responsable qui a très bien performé. Ensuite, peut-être ce qui manque à l'Europe aujourd'hui, c'est pas la qualité des entreprises, la valorisation elle est attractive, c'est plutôt le catalyseur pour remettre ça en place. Et on le voit pas forcément arriver au premier trimestre. Mais tendanciellement, on pense que c'est un marché qui est structurellement attractif. Est-ce que le catalyseur, ça peut être Christine Lagarde, qui est la baisse des taux ? Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, elle est intégrée par le marché pleinement. En revanche, il y a d'autres catalyseurs. L'euro-dollar, qui aujourd'hui est à 1,02, on était à 1,10, 1,11 pré-élection de Donald Trump. Quand vous regardez tous les modèles des analystes aujourd'hui pour les entreprises européennes sur le taux de change qu'ils prennent pour la profitabilité qui est rapatriée des opérations internationales, ils n'ont pas forcément ajusté le taux de change. Donc on va avoir, et ça me rappelle un petit peu la période 12, 13, 14, 2012, 2013, 2014, on avait eu un redémarrage des actions européennes aussi aidé par les opérations internationales, les effets de change, etc. Donc il y a beaucoup de petits éléments positifs. Il y a le marché américain qui reste très dynamique aussi, donc qui attire aujourd'hui finalement une grosse partie des capitaux mondiaux. Mais il n'y a pas de raison, nous on n'est pas du tout pessimiste sur l'Europe, on a juste une grosse diversification internationale. Ok, avant de... Oui. Non, je voulais revenir là-dessus parce que je suis d'accord avec Stanislas sur une somme de petits catalyseurs. Je pense qu'il faut le plus gros danger, c'est d'être sous-pondéré Europe et d'attendre le catalyseur. Parce qu'en général, il n'y a pas un catalyseur, il y a une somme de petites choses. Je vous donne un exemple plus concret, plus spécifique. Je ne sais pas si vous avez regardé en 2024 la performance des valeurs de tabac en Europe. Elles ont fait entre plus 30 et plus 50%. Et alors que le tabac est censé être le secteur paria. C'est bon ça pour un responsable ESG. Exactement. Non mais c'est intéressant parce que c'est un secteur paria que personne ne veut pour des exclusions ESG, etc. Un peu comme l'Europe ou la France est paria aujourd'hui. Et en fait, vous vous rendez compte que tout d'un coup, ça fonctionne de nouveau parce que les fondamentaux finalement sont là. Les sociétés redistribuent des dividendes, rachètent leurs actions, ce qui est une bonne partie de nos sociétés à nous. Et finalement, la performance revient. Donc attention à ne pas être obnubilé par un catalyseur. Ce sera, comme Stanislas se dit, une somme de petites choses qui viennent et qui, quand on les met ensemble, finalement, feront que la performance devient meilleure. Allez, on approche la fin de notre débat, donc on va conclure. Je vais commencer avec vous. Sur un thème où on va conclure en jouant. On a déjà eu les grandes indications sur ce qu'il fallait regarder. Et a priori, on peut quand même dire que la diversification est une règle de base à respecter dans des environnements un peu comme l'environnement actuel. BDL Rempart, c'est un long short. Déjà, c'est un long short qui est long, qui est neutre, est-ce qu'il y a autant de positions à l'achat qu'à la vente ?
Alors, en nombre de positions, on est à peu près identique, autour de 30 valeurs. Ensuite, c'est un long short qui est avant tout très flexible, c'est-à-dire que son exposition directionnelle au marché peut varier. Sur les 2 dernières années, elle est passée de entre 10% et 70%. Ok, alors parfait. Maintenant, on va jouer, si vous le voulez bien, au j'aime pas. Grosso modo, BDL Rempart, il aime quelle valeur ou quel type de valeur et il n'aime pas quel type de valeur. Qu'est-ce qui est long, qu'est-ce qui est le short? Donc, dans la partie longue, nos priorités, en fait, c'est quelques sociétés européennes, mais très exposées à la croissance de l'économie américaine, mais avec la décote de l'Europe. Quelques sociétés qu'on appelle de croissance, mais démodées, donc avec des valuations très faibles. Et puis, quelques sociétés qui rendent tous leurs bénéfices aux actionnaires, comme je le disais, avec les banques, par exemple. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qu'on n'aime pas et qu'on a plus dans la poche short? C'est, je dirais, des valeurs industrielles et de consommation, pour revenir sur Stanislas disait, exposées à la Chine, puisque effectivement la Chine, pour l'instant, ne repart pas plus que ça. Et puis aussi quelques valeurs dans la santé, dans le médical, qui restent sur des valorisations très élevées et avec une croissance qui a tendance un peu à décevoir. Stanislas de Baillencourt, je voudrais revenir avec vous sur le début de notre échange. On a parlé des fonds obligataires, donc je vais utiliser cette casquette qui est la vôtre chez vous. Le réflexe jusqu'à une période récente, c'était les fonds datés. Ouais. Est-ce que pour les CGP, en 2025, il faut continuer sur les fonds datés ou est-ce qu'il faut faire d'autres choses? Moi, je sais pas, je vois des choses qui se passent sur le spread, sur les États. On continue comme avant ou là encore, il va falloir qu'on améliore un peu sa culture obligataire vu l'environnement de marché? Alors, il y a plusieurs choses. On l'a dit, il y a eu une phase très longue, quasiment 10 ans taux négatif. On a eu 2 ans là où il y avait vraiment une fenêtre extrêmement attractive de rendement. Pour nous, 2025, c'est une année de pivot parce qu'en 2024, on a vu beaucoup d'investisseurs, que ce soit chez les CGP, mais aussi les clients institutionnels, avoir des poids très importants sur le monétaire, avec notamment les banques qui venaient avec les certificats de dépôt, offrir des rendements très attractifs, même parfois au-delà de 4, on a vu du 4,05, du 4,10, etc. On a des taux qui sont tombés de 4 à 3 en l'espace de 6 mois en zone euro. On sera probablement aux alentours de 2,5 au printemps, et entre 2 et 2,25, le marché voit plus bas. Nous, on pense que ça ira pas si bas que ça, mais peut-être entre 2 et 2,25 au cours du 3e trimestre 2025. Donc 6 à 9 points. Donc ça va aller très vite. Donc on va avoir un effondrement assez rapide des rendements monétaires qui vont passer en gros de 4 à 2 ou 2,25 en l'espace d'un an. Donc il y a de l'arbitrage à faire. Donc aujourd'hui, il y a un travail de réallocation à faire, où on va avoir un spread extrêmement important avec de la pente dans la courbe des taux. Donc ça, c'est très attractif pour les gérants obligataires, entre le rendement des obligations et le rendement du monétaire. Et donc on pense qu'il s'ouvre devant nous aujourd'hui une phase très importante de mouvement qui est de sortir du monétaire qui a été très profitable pendant 2 ans mais qui va l'être beaucoup moins, et ça très vite, enfin dès à présent et encore plus dans les mois à venir, pour venir sur l'obligataire qui, certes, on fait un pas de côté avec un petit peu plus de risque, évidemment, mais qui continue à offrir des rendements entre 4,5, 5, voire même 5,20 sur des portefeuilles mixtes entre du triple B, double B, ce qui est un petit peu le cœur de ce qu'on apprécie chez Sycomore. On pense que c'est très attractif là, et donc par les fonds datés. Donc c'est pour ça que nous, on a rallongé notre gamme de fonds datés avec le fonds 2030 en disant, voilà, les rendements sont encore attractifs, il faut les loquer pour une période un petit peu plus longue, donc les 4 ou 5 prochaines années, et qu'on pense qu'aujourd'hui, ce mouvement, il doit venir du monétaire, et également les fonds euros, quand on voit le livret A qui va tomber à 2,5, les assureurs voient très bien ça dans l'environnement actuel, et ça va aussi tempérer les ardeurs de rémunération. Et il y a peut-être aussi, par exemple, sur des contrats de capitalisation, aller chercher de l'argent qui était sur des comptes à terme pour, notamment pour des entreprises. En fait, il y a un travail on change d'environnement. Ça y est, les banques centrales, en particulier en zone euro, rentrent dans un cycle de baisse de taux. Il faut revoir son allocation à la lumière de ça. Et ça, c'est très important pour tous les investisseurs, parce que ça touche aussi les investisseurs institutionnels. Bref, il va y avoir du grain à moudre pour capter de l'épargne, soit dans des réallocations, soit au centre, par exemple, de contrats d'assurance vie, soit on va chercher de l'argent qui était auparavant chez les banquiers. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Tout de suite, notre premier à l'affiche du jour.